tu le disais, tu es parti d'un endroit où tu avais une foi énorme en la rationalité, en la science. Quel est peut-être ton premier point de bascule ou les petites graines qui ont fait que tu t'es ouvert à un champ plus large, à d'autres choses, sans exclure ce champ scientifique, mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Alors, j'ai toujours foi en la science. Je reste un passionné de science. C'est la technologie le problème. Quand j'étais enfant, puis ado, il y avait vraiment beaucoup de moments dans ma vie de ce moment-là où j'étais fasciné par l'ingénierie, par les grandes constructions. D'ailleurs, je voulais faire ingénieur plus tard. Quand je serai grand, je serai ingénieur. J'étais fasciné par les Lego, puis je voulais faire des vrais Lego en vrai, dans la vraie vie, construire tout un tas de trucs. Je me souviens, tous les ans, un des premiers trucs que je faisais quand j'entrais dans une librairie après le changement d'année, donc en janvier, c'est que j'allais voir les cartes de France et je regardais les nouveaux projets d'autoroute et je trouvais ça hyper trippant qu'il y ait des autoroutes en plus, quoi. J'en étais là. J'étais fasciné par les réseaux et tout. Et puis j'avais aussi une autre part de moi qui était fascinée par l'aviation. Je me disais peut-être je pourrais être pilote de chasse même. Oh, trop bien. Et j'y repense. Et puis j'adorais les maths, la physique. Ça c'est pas la technologie, mais c'est ce qu'il y a avant. Donc j'ai fait une classe prépa, j'ai fait une école d'ingénieur, l'école centrale. Et puis il y avait plein de matières qui me plaisaient bien quand même, quoi. Mais en même temps, petit à petit, il y a autre chose qui a commencé à pousser. Et c'est venu en fait finalement assez vite parce que les premières graines de l'autre chose, c'est dès l'âge de 5-6 ans. C'est assez perso ce que je vais partager, assez intime, et puis je suis assez ému d'en parler là. J'ai eu l'énorme chance que mes parents m'emmènent sur un glacier quand j'avais 5-6 ans. Le glacier blanc. Facile à l'époque, le glacier blanc c'était facile parce qu'il descendait super bas, et même pour un petit gamin, en 1 heure de montée, on était dessus, quoi. Carrément dessus. Et puis ils me tenaient chacun par la main, et on se promenait sur la langue terminale. Puis il y avait plein de crevasses, et moi j'étais fasciné, je trouvais ça incroyable. Et puis en fait, au fond de chaque crevasse, il y avait des centaines de canettes de Coca, de Perrier, de Pepsi, de bière. C'était une décharge. Et j'ai eu une espèce de crise d'hystérie. Je me suis mis à pleurer, à crier, je m'en souviens, quoi. C'était vraiment genre, mais what the fuck, quoi, qu'est-ce que je fais là ? C'était pas ça le contrat, quoi. Il y avait vraiment un truc, ça déconnait à plein tube, là. C'était vraiment pas ok de voir ça. Je pense qu'il y a eu un trauma à ce moment-là. Et à partir de là, je me suis dit, attends, il y a vraiment un truc qui va vraiment pas. Et depuis, j'étais souvent touché quand je voyais des décharges, quand on me racontait toutes les absurdités du système agro-industriel. J'avais la chance d'avoir un copain qui était fermier et qui petit à petit mettait ses parents mettaient les phalanges, puis les doigts, puis les mains, puis les bras dans l'engrenage des endettements et des hangars et de la modernisation. Et ils ont été super fiers et tout, mais en fait, ils se retrouvaient à devoir jeter 20 000 litres de lait par an dans la terre parce qu'il y avait des problèmes de quotas, et tout ça, ça me révoltait, je trouvais ça débile. Et petit à petit, quoi, je me suis construit une révolte, un sentiment de révolte par rapport à toute l'absurdité du monde moderne. Et en même temps, quoi, j'étais en ambivalence parce qu'en même temps, je continuais à vouloir toujours plus d'autoroutes. Et puis quand, par contre, j'allais dans les montagnes et que je voyais des grosses infrastructures, ça me choquait, quoi. Donc j'ai mis du temps à sortir de cette dissonance cognitive. Ça m'a pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et je pense que j'ai vraiment fait complètement le choix de refuser la technologie pour la technologie à partir du moment où j'ai quitté mon métier, mon ancien métier qui était consultant en géomatique. C'est-à-dire, la géomatique, c'est une discipline qui est à l'intersection entre informatique et géographie, et qui était une réponse technologique aux problématiques générées par l'Anthropocène. Donc c'était encore une réponse anthropocénique. Et j'ai quitté ce métier fin 2016. Et là, vraiment, je pouvais me dire, ok, j'ai vraiment tourné le dos à la technologie pour la technologie.
Il y a vraiment bien d'autres priorités que de développer la technologie et bien d'autres priorités que s'émerveiller en fait, je suis sorti du grand récit du progrès, quoi. Le grand récit qui de toute façon marchait plus. Et je faisais partie de ces personnes qui bifurquaient, qui arrêtaient d'y croire et qui croyaient à autre chose que ce fameux progrès technologique qui allait sauver l'humanité. Et en fait, en l'occurrence, il était en train de l'emmener droit dans le mur. J'avais même un adage, c'était on n'arrête pas le progrès, c'est lui qui nous arrêtera. C'est quoi les grandes absurdités là sur lesquelles tu travailles jusqu'à 2016 ? Enfin, ce que toi tu décris comme absurdité, où tu te dis mais en fait je fais ça intellectuellement, c'est hyper stimulant, ça appelle toutes les compétences que j'ai développées, que je voulais développer, mais en fait ça a un non-sens. Je crois que le plus fou, c'était